complexifié. Et en ce sens, on se retrouve avec la technologie, avec les machines, dans une situation qui nous place dans une forme de défi à l'égard des dieux, une situation complexe, mais comme vous le verrez là, et c'est ce qu'il aime à dire, la complexité n'est pas contradictoire avec la simplicité. C'est ce que va vous démontrer Jean-Michel Beignet, philosophe, qui va vous être présenté par Judith et Isabelle. Je les appelle tous les trois, Judith, Isabelle et Jean-Michel Beignet. Voilà, le micro est sur la table. Jean-Michel, bonjour. Je n'étais pas encore. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour monsieur Beignet. Je suis ravie de vous accueillir de nouveau pour ce 9e rencontre Sciences et Humanisme du Lazaret au Landini. C'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir et pour moi de vous présenter, d'autant que la longue liste de vos diverses activités fait durer ce plaisir. Vous avez fait prof à Sciences Po, à la Sorbonne, vous appartenez au Centre de recherche en épistémologie appliquée du labo du CNRS et à celui de l'École Polytechnique, axé sur les sciences cognitives. Vous êtes membre du comité scientifique de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette. Par ailleurs, vous êtes aussi rédacteur en chef adjoint de la revue Hermès. Vous êtes chroniqueur du magazine Sciences et Avenir. Et vous avez collaboré aux émissions Le Banquet et Filambule sur France Culture. Parmi vos plus récentes publications, on compte Demain les post-humains en 2009 et L'homme simplifié en 2012. Le thème de la rencontre entre l'humanité et les machines semble donc particulièrement intéresser votre réflexion en ce moment. Je voulais donc vous demander, face aux progrès sans cesse renouvelés en matière d'intelligence artificielle, quelle est votre position, en tant que philosophe, sur les relations que nous devons entretenir, nous humains, avec ces machines qui nous ressemblent de plus en plus ? Oui, de fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui nous met au défi d'établir avec les machines une relation pacifiée. Vous savez peut-être qu'il n'y a pas très longtemps, une pétition a circulé, ou plutôt une lettre a circulé sur Internet signée Stephen Hawking. Stephen Hawking, Elon Musk, qui est le patron de l'industrie automobile sans chauffeur, et Bill Gates lui-même. Et ces trois-là ont pris l'initiative de publier une lettre dont le thème directeur était le suivant: l'intelligence artificielle menace l'espèce humaine. C'est quand même extraordinaire, hein, parce que Stephen Hawking ne vit que parce qu'il y a de l'intelligence artificielle, Bill Gates ne s'enrichit que parce qu'il y a de l'intelligence artificielle, et Elon Musk va bientôt crever le plafond grâce à l'intelligence artificielle. Mais voilà, donc trois sommités dans ce domaine-là qui n'hésitent pas à sonner l'alarme, parce que nous nous comportons vraisemblablement avec ces machines de manière complètement irresponsable. Donc, Judith, vous avez raison de poser cette question. Alors, pour amorcer une réponse, je dirais que j'ai découvert, moi, en tant que philosophe, assez tardivement, un philosophe important qu'on avait complètement zappé, si je puis dire, qui s'appelle Gilbert Simondon. Gilbert Simondon, certains d'entre vous le connaissent vraisemblablement, il a été philosophe dans les années 1950, il a une œuvre extrêmement riche, et l'une de ses obsessions, c'était celle-ci: il faut que nous nous réconcilions avec les machines, il faut faire amis avec les machines. Nous ne devons pas nous comporter à l'égard des machines sur le mode agressif qui est le nôtre. Il faut se dire que les machines sont une part de l'humain, parce que c'est de l'humain investi dans les machines. Hein, donc, essayons d'établir avec elles une relation qui soit une relation de connivence, de complicité, etc.
Alors je pense qu'on en est loin parce qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste plutôt, c'est à une espèce de prise de pouvoir des machines. Hein, et que des hebdomadaires puissent titrer sur la question de savoir si les robots sont pas en train de prendre nos boulots, etc. Bon, c'est ça la vraie réalité. Donc votre question, elle est éminemment pertinente, mais elle est ouverte. Hein, j'ai pas de réponse a priori, sauf à vous dire que moi, je m'intéresse éminemment aux machines. Merci, monsieur. Nous vous avions déjà écouté pour le thème de l'exigence éthique en 2009, l'année dernière pour la vie artificielle et la vie humaine et extraterrestre, donc le thème était Plus belle la vie. Cette année, nous avons encore le plaisir de vous rencontrer cette année, c'est dire, outre l'excellence de vos interventions, le souci qui dure de cette place de l'humain et de l'homme face aux machines, avec cette éthique qui nous tracasse par rapport à ça. À quel moment, évidemment, la robotique et l'intelligence artificielle améliorent notre vie, du plus petit stint ou un plan cardiaque ou de prothèse. À quel moment le mécanique s'incarne au-delà de ce qui est possible dans l'humain, dans le vivant? À quel moment le vivant devient moins vivant ou plus mécanique? Quelle est la frontière? Il y en a une. Est-ce qu'on peut la situer? Je pense qu'on ne peut pas la situer à proprement parler, mais on a tous des moments dans la vie quotidienne où on se fait la réflexion que nous cédons abusivement à des automatismes. Nous sommes tous peu ou prou vulnérables au TOC, hein, vous savez, ces troubles obsessionnels compulsifs. Et il me semble que c'est l'image, à mon sens, de ce mouvement de bascule de l'humain à la machine. Il y a en nous du mécanique, hein, c'est ce dont je parlerai beaucoup ce soir, il y a en nous du mécanique. Notre biologie est pour beaucoup de type mécanique, et les machines, finalement, elles prolongent cette mécanicité que nous avons en nous, et le risque qu'elles nous font courir, c'est d'oublier que nous sommes autre chose que du mécanique, que nous avons une conscience, nous sommes un esprit, nous avons l'intention de faire ce que nous faisons, etc. Donc, faut se méfier. Au fond, les phénomènes d'addiction que nous connaissons tous aux machines, à commencer par les smartphones, hein, sont la prémonition de cette espèce de triomphe que le mécanique peut obtenir sur nous, sur ce qu'il y a de plus humain en nous. Voilà, ça c'est en tant que philosophe, je pense que c'est la question quand même centrale de la philosophie. Qu'est-ce que l'homme, hein? Où est sa place? Quelles sont ses limites? Qui il est? C'est la question du sphinx, hein, c'est la question centrale vraiment qui anime la philosophie. Est-ce qu'un jour, un robot peut se poser cette question? Est-ce qu'il peut se demander qui il est finalement en tant que... Est-ce que cette intelligence artificielle, un jour, on imagine qu'elle puisse se poser cette question? Écoutez, si on en croit les roboticiens les plus résolus, oui, il n'y a aucune raison que les robots n'acquièrent pas quelque chose comme de la réflexivité, c'est-à-dire la possibilité de faire retour sur eux-mêmes. Hein, ils le font grâce à des dispositifs qu'on appelle des heuristiques réflexives ou des mécanismes rétroactifs, etc. Donc en toute rigueur, on ne voit pas pourquoi ce serait impossible. Et vous savez, il y a des spécialistes qui travaillent sur la conscience artificielle, hein, qui cherchent à modéliser des phénomènes de conscience pour pouvoir les simuler sur des dispositifs robotiques. Donc, pourquoi pas? On assiste dans le domaine de la robotique à des phénomènes tellement bouleversants. Par exemple, vous avez toute une nouvelle discipline en informatique qu'on appelle l'informatique émotionnelle, hein, donc où on cherche à décrypter ce que sont les émotions et voir si ces émotions sont susceptibles d'être simulées, modélisées et par conséquent installées sur des robots. On cherche à faire en sorte que les robots soient de plus en plus empathiques. Donc la question qui suis-je est une question qui peut tout à fait, effectivement, être prise en charge par des robots.
Hier, Boris Cyrulnik posait la question de la liberté en disant que dire non, c'était un choix de liberté, à condition qu'on puisse aussi dire oui et inversement. C'est-à-dire que la liberté s'exercer dans le oui et dans le non. Et à ce moment-là, donc, on aura des robots qui pourront dire oui, non. Est-ce qu'ils seront libres? Est-ce qu'ils seront... Est-ce que c'est quelque chose, pas seulement dans le sens de l'empathie, pas seulement dans le sens d'un logiciel extrêmement sophistiqué, mais réellement en fonction d'émotions, de mémoire, de liberté, de conscience? Est-ce qu'on peut imaginer que ça, c'est quelque chose qui puisse s'incarner dans une machine? Imaginer, sans doute, c'est fait. Enfin, Asimov et quantité d'auteurs de science-fiction ont mis en scène des robots qui sont capables, effectivement, de dire non, et de dire non d'abord à l'exploitation que les humains font d'eux. Hein, donc, c'est un thème assez récurrent. Imaginer que ces robots, on doit leur prêter de la liberté, c'est un fantasme, évidemment, de science-fiction, mais en toute rigueur, oui, pourquoi ne pas imaginer qu'il y ait quelque chose dans un robot qui puisse produire des actions mauvaises? Je crois que la liberté, c'est souvent la liberté de faire le mal. Hein, j'y reviendrai parce que c'est un thème qu'il m'importe de développer. Et quand aujourd'hui les militaires de la DGA se posent la question de l'éthique des robots, se posent la question de savoir si un robot est capable de bien et de mal, bon, on est tout près de toucher à cette question de la liberté. De même que les militaires n'hésitent plus à poser la question de la responsabilité du robot. Et si responsabilité il y a liberté. Hein. Donc ça paraît extrêmement paradoxal, ça paraît même extrêmement abstrait, mais je vous assure que la réflexion est en train de se développer sur un terrain qui nous paraît très, très déconcertant. Est-ce que vous, Monsieur Beignet, en tant que philosophe, cette question du nom, vous l'êtes posée et quelle place a-t-elle eu dans votre existence? Ah, suis-je donc autre chose qu'un robot en gestation? Oui, le nom est extrêmement important, c'est pour ça que j'étais ravi d'être invité cette année à cette session, parce que la question du nom est une question qui me tient fort à cœur. Moi, j'ai commencé à faire de la philosophie en 1968. Hein, donc, j'ai commencé mes études de philosophie en septembre 1968, donc à une époque où le nom était triomphant, triomphaliste même. Hein, et quand on me demande aujourd'hui pourquoi j'ai fait de la philosophie, c'était assurément pas pour enseigner, c'était pour faire la révolution. C'était pour changer le monde, c'était pour changer le regard qu'on jette sur le monde. Donc j'étais dans le non le plus complet, et le non euphorique et enthousiaste. Alors ce qui m'amuse ou m'attriste dans l'itinéraire des gens de ma génération, c'est de voir que le non a progressivement reflué chez les philosophes. Les philosophes ont refoulé de plus en plus le non. Pas immédiatement, hein, je dirais que jusqu'en, disons, 1976, 1977, le moment où on critique les totalitarismes, on accueille Solzhenitsyn en France, etc., on est encore, nous, les philosophes, dans le non. On a appelé certains de mes compagnons de l'époque les nouveaux philosophes, hein, on était encore dans le non et dans la combativité. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Après, on s'est dit que le non avait beaucoup d'effets pervers. Bon, c'est des discussions qu'on a eues déjà depuis 3 jours. Hein. Le non a eu des effets pervers. Nous n'avons pas finalement réalisé les utopies qui étaient les nôtres. Les grands récits révolutionnaires ont tous avorté et produit les pires des catastrophes. Donc, cette prise de conscience tout à fait légitime a conduit progressivement à déserter le non. Et c'est à ce moment-là que les philosophes ont changé de casquette. Ils ont cessé d'être révolutionnaires pour être sages. Hein, ça a été l'époque du triomphe des sages, et les philosophes se sont reniés, à mon avis, en devenant des sages. Parce qu'il n'y a pas... les philosophes ne sont pas des sages, ils sont à la recherche de la sagesse. C'est la preuve que, précisément, ils ne l'ont pas. Hein. Mais il y en a qui se sont prévalus de cette sagesse,
et qui ont écrit des livres importants, Le sage et sans idée, par exemple, hein, François Julien, Sagesse et béatitude, etc. Et on a vu là une inflation de discours. Je suis désolé parce que ça va évoquer quelque chose de proche pour vous, mais quantité de discours qui en ont appelé à l'acquiescement au monde. Alors ça pouvait prendre la forme du carpe diem, ça pouvait prendre la forme du oui sacré, ça pouvait prendre la forme de la gratitude, etc. Mais pour répondre à Judith, je dirais que pour moi, là, il y a quelque chose qui s'est perdu, et je regrette qu'il n'y ait pas suffisamment de philosophes vindicatifs, mais je me réjouis parce qu'il y a des Didier Sicard, il y a des Jacques Testard, il y a des gens qui sont encore sur la brèche, hein, et qui sont des veilleurs, mais parmi les philosophes, je dirais qu'il y a de plus en plus de prêchi-prêcha. Et alors, vous êtes directeur de thèse, vous êtes enseignant, vous avez des étudiants, vous conduisez des thèses avec vos étudiants. La nouvelle génération, là, ils sont comment? Comment vous les sentez? Ils ont retrouvé un peu de pugnacité? Non, la pugnacité, non. Ils travaillent sur des modèles. Hein, ils travaillent sur les grands modèles libéraux, par exemple. Donc, ils vont travailler sur John Rawls. Quelquefois, ils vont être un petit peu incisifs. Ils vont dire John Rawls, le porte-parole de la philosophie libérale américaine. Est-ce qu'il n'est pas trop angélique, etc. Mais la plupart du temps, les thèses que j'encadre, quand elles ne sont pas sur Georges Bataille, là, quand elles sont sur Georges Bataille, si elles sont résolument hantées du désir, sinon de révolution, au moins de subversion, hein, nous rappeler à la subversion. Mais la plupart des thèses que je dirige maintenant sont des thèses qui sont de plus en plus marquées du côté de la scientificité. Hein, les étudiants de philosophie aujourd'hui sont des étudiants qui travaillent, et heureusement c'est très bien aussi, par exemple dans le champ de la neurobiologie. J'ai fait soutenir il n'y a pas longtemps une thèse sur la douleur chronique du membre fantôme, vous savez, ces amputés qui ont mal encore dans leurs bras. Bon, qu'est-ce que c'est que cette douleur? Donc, j'ai eu une thèse de 500 pages là-dessus. Quelques temps avant, j'avais une thèse sur la Ritaline, hein, d'où vient que 4 millions de jeunes Américains prennent de la Ritaline, etc. Donc, ce sont des thèses qui sont à la croisée des sciences, des technosciences et de la philosophie. Mais je dirais que la dimension militante de la philosophie est devenue rarissime. Elle s'est un peu perdue. Bon. Merci, nous vous écoutons. À tout à l'heure. C'est très confortable d'être présenté de cette manière-là. On a l'impression, là, on entre dans le vif du sujet, on perd de son appréhension. Et vraiment, merci à Isabelle et à Judith. Alors, comment dire non quand les machines triomphent? Après avoir écouté Boris Cyrulnik, je me suis dit que j'aurais pu partir comme lui. J'aurais pu partir de l'image du petit garçon qui dit non et qui s'effraie en même temps de perdre l'amour de sa mère. J'étais frappé par cette image qu'a pris Boris Cyrulnik, parce qu'elle est tellement vraie. Hein, ce petit garçon qui tout à coup se surprend à dire non, est très fier d'avoir dit non, et puis se dit, mais bon sang, pourvu que maman continue de m'aimer. Je crois que tous les parents et les éducateurs savent associer le pouvoir de dire non à la croissance, sinon à la maturité de leur progéniture. Dans le non, il y a l'indice de cette progressive conquête d'autonomie qui va caractériser la croissance de l'enfant. Vous savez, les psychanalystes, mais ça a été rappelé également par Boris Cyrulnik, situent l'apparition du non vers l'âge de 3 ans, c'est-à-dire au moment où la compétence pour le langage s'affirme. Hein, la première chose que les enfants savent dire, en général, c'est non. Ils savent le dire en donnant l'impression de savoir ce qu'ils disent. Ils ne sont plus du tout dans le babillage ou dans ce qu'on appelle l'écholalie, hein, mais ils donnent l'impression
avec le non, hein, d'entrer précisément dans le langage, et plus que dans le langage, d'entrer dans le symbolique, d'entrer potentiellement dans le culturel. Autrement dit, l'humanité en eux paraît surgir avec le refus. C'est très important. Et Freud, bon, a évidemment décrit beaucoup, hein, cette apparition du non. Vous savez qu'il le situait au stade anal. Hein, le stade anal caractérise chez l'enfant l'apparition d'une pulsion d'emprise. Hein, c'est le moment où l'enfant veut s'emparer de choses. Hein, c'est le moment aussi où il casse ses jouets. Hein, c'est le moment aussi où il se constipe de manière volontaire. Hein, il refuse. Et ce stade anal est évidemment décisif, hein, dans l'évolution de la personnalité d'un enfant. Hein. Savoir dire non, pouvoir dire non, c'est d'emblée affirmer que le monde ne saurait s'imposer à nous sans qu'on lui résiste. Évidemment, l'enfant sait très très vite qu'il ne sera pas le plus fort. Il sait bien que les parents gagneront toujours la partie, hein, mais il affiche une attitude qui signifie qu'il ne se laissera pas faire comme ça. Et j'aime assez cette image-là, parce que c'est l'image du baroud d'honneur. Au fond, l'enfant est très très tôt dans le baroud d'honneur. Et le baroud d'honneur, c'est la dignité sauvegardée. Hein. Je vais peut-être être obligé de mettre les pouces, hein, mais je ne l'aurais pas fait sans résister. Et ça va très loin. Ça va très loin. Nous sommes humains parce que nous sommes capables de ce baroud d'honneur. Hein. Nous sommes capables de revendiquer cette dignité. Si je voulais être grave, je dirais relisez Primo Levi, si c'est un homme, hein, et voyez les belles descriptions qu'il faisait de ces déportés qui assumaient le baroud d'honneur précisément pour conserver leur dignité. On appelait dans le camp où était Primo Levi, on appelait musulmans ceux qui précisément se débarrassaient de ce souci de la dignité pour pouvoir survivre, hein, et qui consentaient plutôt à l'animalité, à l'acquiescement, hein, de la situation, au point que, bon, comme le disait Primo Levi, ils mouraient très très vite. Hein. Ils étaient dans le destin, c'est pour ça qu'on les appelait des musulmans. Hein, Inch'Allah ou j'accueille, hein, les choses comme elles sont. Donc rien d'étonnant si le non s'impose comme l'emblème de l'arrachement à la nature par lequel on a longtemps décrit l'humanisme. Hein. Longtemps, on a défini l'humanisme comme l'acte par lequel l'humain s'arrache à la nature, s'arrache à sa nature. Hein. Ne pas se laisser imposer ce qui se prétend obligatoire parce que naturel, parce que immédiat, parce que donné. Et au contraire, vouloir affronter et objecter à ce qui se présente comme naturel, eh bien, objecter l'artifice, objecter le détour, objecter le construit. C'est ça, ça a été longtemps ça en Occident, être humaniste. Pas simplement l'humanisme de la Renaissance, issu de la Renaissance, mais déjà l'humanisme gréco-latin, j'y reviendrai dans un instant. Vous avez là tous les ingrédients qui servent à décrire le processus d'humanisation. Dire non et être pour quelque chose, vouloir être pour quelque chose dans ce que l'on devient. C'est la formule qui explique le mieux ce que Malraux disait de l'humanisme, en disant l'humanisme c'est l'antidestin. L'antidestin. Dire non pour refuser que les choses soient seulement comme elles sont. Dire non pour transfigurer la situation dans laquelle on est prisonnier. Dire non pour s'affirmer capable d'utopie. Dire non pour afficher un point de vue moral sur le monde dont on voudrait qu'il soit conforme à nos valeurs, à un devoir-être, opposé à l'être, un devoir-être, être capable de ça. Bon, c'est bien évidemment aussi la description du moderne qu'évoquait Alain Finkielkraut, hein, bien évidemment, c'est ça, hein, le moderne. Ne pas se laisser imposer le donné, transformer le donné en un construit, s'approprier pour récuser l'extériorité du donné. Le donné nous impose toujours une passivité.
hein. Et le moderne, c'est celui qui veut être actif, hein, et qui, par conséquent, est prêt à transformer ce donné, quelquefois de manière irresponsable, évidemment, et c'est ce dont je vais justement parler. Dire non, enfin, pour éviter d'être confondu avec le simple fonctionnement métabolique qui caractérise l'organisme vivant. Nous sommes évidemment des organismes vivants, et en tant qu'organismes vivants, nous obéissons à des métabolismes, à des mécanismes. Eh bien, être humain, c'est vouloir précisément aller même à l'encontre de ce métabolisme. Dire non, donc, pour refuser d'être un animal comme un autre. Et pour cela, ne pas oublier, peut-être, que nous sommes des êtres de langage. Je vois en face de moi François Hollandini, qui posait à Finkielkraut une question très très forte. Il lui demandait en gros si la position qu'il adoptait ne témoignait pas d'un privilège accordé à la philosophie de la nature sur la philosophie de la conscience. C'était une question technique, hein, mais qui portait juste. Est-ce que sous prétexte d'acquiescer avec gratitude au monde, on ne risque pas de perdre la conscience au profit d'un consentement à la nature dans laquelle on ne sera plus qu'un animal comme un autre, un animal satisfait? Je pense que ce n'est pas du tout ce que pense Alain Finkielkraut, je m'empresse de le dire, mais c'est vrai qu'il y a là un risque. Et on a vu se développer ces derniers temps des retours des philosophies de la nature, hein, qui mettent l'accent sur le fait que la nature c'est un organisme vivant avec des écosystèmes, et nous sommes aussi organismes vivants, et nous habitons des écosystèmes, et la bonne sagesse ce serait de rendre compatible le microcosme que nous sommes avec le macrocosme, etc. Hans Jonas, qu'a souvent cité Alain Finkielkraut, est sur ces positions-là. Bon, bien, voilà, je pense que si nous pouvons dire non, c'est parce que nous pouvons résister à cette position-là. Et je crois que nous pouvons le faire parce que nous sommes des êtres de langage. Nous ne sommes pas des animaux comme les autres, nous sommes des êtres de langage. Et ça induit beaucoup de choses. George Steiner, l'écrivain, l'expliquait avec beaucoup d'élégance dans un très beau livre qui s'appelle « Après Babel ». Il disait ceci: « Le langage est l'instrument privilégié grâce auquel l'homme refuse d'accepter le monde tel qu'il est. Le langage nous permet de refuser le monde tel qu'il est. » Et je le commente un petit peu. L'humanité commence, à ses yeux, avec la découverte que nous faisons de notre capacité à utiliser les mots pour dire ce qui n'est pas. Donc pour tourner le dos à la réalité et éventuellement pour mentir. Ouais, pour mentir. Dans son livre Après Babel, George Steiner se livre à une espèce de parodie de Rousseau. Hein, vous vous souvenez peut-être du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, quand Rousseau dit le premier qui ayant enclos un champ déclara ceci est à moi, fut le véritable fondateur de la société et de l'inégalité entre les hommes. Eh bien, Steiner fait la même chose. Il parodie Rousseau et il dit ceci: le premier qui ayant découvert qu'il pouvait expliquer à celui qui cherchait la source où s'abreuver, le premier qui, donc, ayant découvert qu'il pouvait expliquer que cette source se trouve derrière la colline à droite du chemin, alors qu'il savait pertinemment qu'elle était dans la vallée à la lisière du bois, celui-là, dit à peu près Steiner, a inventé l'humanité. Le mensonge, c'est l'indice de la supériorité de notre espèce. Le mensonge sous toutes ses formes. Le mensonge des mots, bien sûr, mais aussi le mensonge des artifices que nous appliquons sur le corps, notamment. Prenez le tatouage, la scarification, prenez le maquillage. Ce sont des artifices par lesquels nous témoignons de notre spiritualité. Hegel l'avait fort bien dit quand il parlait du tatouage des Indiens ou de la scarification des Indiens. Il disait les Indiens refusent de se laisser imposer le donné naturel.
ils refusent de rester comme ils sont nés. Et ils font preuve de spiritualité en ajoutant à ce donné leur marque. Et prenez Baudelaire. On a parlé de poésie, mais on n'a pas parlé de Baudelaire. Son éloge du maquillage. Vous avez tout là-dedans. Hein, jusqu'au refus très très moderne de Baudelaire de la nature. Baudelaire a horreur de la nature. Il n'aime les eaux que lorsqu'elles sont dans les canaux. Hein, bon. Donc, le mensonge, c'est l'indice de la supériorité de notre espèce. C'est sans doute grâce au mensonge que nous avons survécu. Un Talleyrand disait très bien, les mots sont faits pour dissimuler. Hein. Bon, nous survivons, nous avons survécu grâce au mensonge. Alors je sais évidemment que les grands singes sont capables de mensonges et qu'ils trompent leurs femelles avec beaucoup de cynisme. Mais c'est justement pour cela qu'ils nous sont si proches. Nous avons découvert notre proximité avec les primates lorsque nous avons découvert qu'ils étaient capables de trahir leurs femelles. L'animal, sa caractéristique, l'animal moyen, sa caractéristique, c'est qu'il colle toujours au monde qui est le sien. Il est incapable de prendre ses distances avec lui. Les philosophes disent souvent que l'animal est à la naissance ce qu'il sera à sa mort. C'est-à-dire qu'il n'évolue pas. Il est équipé dès le départ de tout ce dont il a besoin pour vivre, hein, et il n'acquiert rien. À la différence des humains, qui ont la chance d'être des prématurés. Nous sommes des prématurés, nous sommes nés incomplets, et nous passons notre vie à inventer des expédients pour essayer de compenser notre indigence première, notre nudité initiale. Nous sommes nés nus, hein, à la différence des animaux qui sont nés dotés de tout ce dont ils ont besoin pour survivre. Bon, ça c'est le mythe de Prométhée qui est très très connu. Mythe de Prométhée qui est intéressant si on ne met pas de dire... Vous savez, quand on parle du mythe de Prométhée, on dit nous sommes des êtres prométhéens. Hein, et je rappelle rapidement l'histoire. Hein, vous savez, quand Zeus à un moment donné réunit Épiméthée et Prométhée, hein, et leur dit, ben voilà, le temps est venu pour moi de doter de qualité tout ce qui existe, tous les vivants. Hein. Donc j'ai un grand sac là avec des qualités. Hein. Bon, il va falloir les dispatcher sur tous les vivants. Et à ce moment-là, Épiméthée, celui qui, c'est ça que signifie Épiméthée étymologiquement, celui qui agit sans réfléchir, hein, dit, Zeus, donne-moi ce sac, je vais faire la distribution. Et effectivement, Zeus lui donne le sac. Et Épiméthée donne les dents au tigre, donne la fourrure à l'ours, donne les jambes à la gazelle, donne l'odorat au renard. Bon, et il donne, et puis lorsque vient le moment de doter l'homme, ben, il n'y a plus rien dans le sac. Il n'y a plus rien dans le sac, donc l'homme n'aura pas les qualités qui lui permettront de survivre. Et c'est là qu'intervient Prométhée, hein, donc celui qui réfléchit avant d'agir. Et que fait Prométhée? Eh bien, il va voler le feu et la connaissance des arts et des techniques, hein, à Héphaïstos et à Athéna, hein, et il va donner ça aux hommes et avoir les ennuis que vous savez. Mais quand Platon raconte ce mythe, qui est un mythe inaugural pour expliquer que l'humanité va devenir, l'espèce va devenir l'humanité capable de faire histoire, d'accumuler du savoir, et puis d'aménager de mieux en mieux son site d'existence, quand Platon raconte ce mythe, il dit, mais ça marche pas. Si on avait donné aux humains que le feu, les arts et les techniques, ils n'auraient jamais pu faire société. Ils auraient développé une société compétitive, ils auraient développé une société dans laquelle ils se seraient entre-déchirés les avantages. Ils auraient cédé à la démesure, parce que la technique, c'est toujours la démesure. La technique, on n'arrive pas à la contenir. Et vous savez ce que Zeus a fait dans le mythe de Prométhée.
dans le mythe où il raconte l'histoire de Prométhée, eh bien Zeus a fait appel à un deuxième dieu. Et ce deuxième dieu, il s'appelle Hermès. Hermès, le dieu de la communication, le dieu de l'art politique. Et Platon, ce faisant, a suggéré que l'humanité ne pouvait survivre que grâce à l'outil et à la parole. L'outil, la parole. Nous sommes une espèce qui fonctionne sur ces deux jambes-là. Je le dis parce que ça va revenir dans mon exposé dans un instant, vous le verrez. En tout cas, voilà, notre chance, entre guillemets, c'est que nous sommes des êtres prématurés et que, ce faisant, nous avons vocation à évoluer, nous avons vocation à grandir, à faire histoire. Et le langage, cette possibilité de dire ce qui n'est pas, c'est-à-dire de prendre des distances par rapport aux choses, pour les modifier, pour les améliorer, c'est ça qui est notre qualité maîtresse. Et c'est pour ça qu'on a tout à fait raison d'associer cette aptitude à dire ce qui n'est pas avec ce que l'on a nommé très tôt l'esprit. Nous sommes des êtres dotés d'un esprit. Et l'esprit, c'est le contraire de la nature. Toute la tradition occidentale a toujours opposé l'esprit et la nature. L'esprit, c'est ce qui va à l'encontre de la nature. Prenez les romantiques. Tous les romantiques savaient bien qu'il fallait jouer de l'esprit pour pouvoir transformer ou en tout cas pénétrer la nature. L'esprit peut chercher à pénétrer la nature, mais en tout cas, il n'est pas la nature. L'esprit se signale toujours par la capacité à être dans la distance, à être ironique, faire de l'esprit. Faire de l'esprit, vous voyez bien cette expression qui dit assez l'ironie et la distance par rapport aux choses et par rapport aux autres. L'esprit, c'est aussi ce qui nous conduit à fabriquer des artifices, à inventer ce qui n'existait pas. Et puis l'esprit, c'est ce qui nous conduit à prétendre dominer la nature. Je disais pénétrer la nature, mais dominer la nature. La métaphysique, la science, la technique, toute la culture humaine se retrouve dans ce projet de dominer la nature. C'est le vieux Descartes, se voulant comme maître et possesseur de la nature, mais c'est la science qui, elle aussi, cherche à pénétrer la nature et à pénétrer les connaissances des lois de la nature, et c'est évidemment la technique qui met tout en œuvre pour transformer cette nature. Donc, voilà comment je situe déjà le dire non, et pourquoi j'affirme que dire non, c'est la quintessence même de l'humanisme, et que sans offensive, nous ne sommes pas humains. Et je vais évidemment, et j'assume complètement, le fait que nous soyons des êtres faits pour le mensonge, et que notre humanité tient précisément dans le mensonge. Ce qui est humain, et je vais passer à un autre aspect qui va m'acheminer progressivement vers le monde des machines, que je n'ai pas encore évoqué, ce qui est humain, c'est sans doute aussi de pouvoir refouler en nous tout ce qui relève d'automatisme. À commencer par les automatismes de nos comportements instinctifs, que j'évoquais tout à l'heure à travers les TOC, vous savez, ces troubles obsessionnels non compulsifs, qui nous effraient quand nous nous en rendons compte, parce que nous découvrons tout à coup que la mécanique peut prendre le dessus sur notre esprit, tout simplement. Le TOC est quelque chose de compulsif et donc d'irraisonné. Et quand on aperçoit les TOC chez les autres, on est inquiet. Le TOC, c'est le comportement de l'autiste ou du malade atteint d'Alzheimer, etc. Donc c'est très grave, mais c'est le témoignage même qu'il y a du mécanique en nous, et que ce mécanique, eh bien, il peut devenir incontrôlable. Nous sommes intelligents quand nous pouvons dire non à ce qui est de l'ordre de l'instinct, c'est une évidence, même quand l'instinct nous porterait à faire le bien. C'est ça qui est aussi intéressant. Nous sommes intelligents parce que nous allons à l'encontre de l'instinct. Et pourtant, l'instinct, quelquefois, il nous porte à faire du bien. Et là, je voudrais ouvrir un petit chapitre pour expliquer cela. À propos de la guerre, je voudrais dire quelques mots concernant la guerre. Parce qu'aujourd'hui,
on entend certains souhaiter que la guerre demeure humaine, alors qu'on tend à vouloir l'automatiser, avec des drones, avec des robots, etc. Alors posons-nous la question, pourquoi et quand la guerre est-elle humaine? C'est évidemment pas quand elle est inoffensive, parce que la guerre n'est jamais inoffensive, la guerre est toujours cruelle. Mais il y a des circonstances dans lesquelles on peut dire que la guerre est humaine. Je me souviens d'avoir assisté à l'une des dernières conférences de Raymond Aron. Il était venu nous voir au collège de philosophie qu'on avait créé avec quelques amis philosophes, c'était en 1975 ou 1976. Et Raymond Aron avait fait une conférence tout à fait déconcertante qui portait précisément sur l'humanité intégrée dans la guerre. Et il expliquait que à partir de la guerre 14, la guerre avait cessé d'être humaine. Et il justifiait la chose en disant, ben oui, parce que à partir de la guerre 14, on a cessé de déclarer les guerres, on a cessé de calculer, on a cessé de convoquer les belligérants sur le terrain de bataille, on a cessé de limiter, de vouloir limiter les guerres. Autrement dit, il y avait de l'humanité dans la guerre, pour autant qu'il y avait de l'intelligence. Hein, et une intelligence qui justement cherchait à réguler ce qu'il pouvait y avoir d'instinctif dans la guerre. Eh bien, je crois que aujourd'hui, on est dans une situation que peut éclairer le propos de Raymond Aron. Aujourd'hui, paradoxalement, la guerre est humaine tant que nous résistons au comportement d'empathie qui relève de mécanismes naturels. Ça, c'est très paradoxal. Parce que, naturellement, instinctuellement, nous serions en empathie les uns avec les autres. Pas parce que nous voulons être en empathie. C'est mécanique. Si vous pleurez devant moi, il y a fort à parier que je vais être ému, hein, même si je ne vous connais pas. Hein. Si vous riez, il y a fort à parier également que je vais rire. Je suis câblé neurologiquement pour être capable de me mettre à votre place. Et c'est ça, l'empathie. Et ça, c'est instinctif. Ça, c'est mécanique. Là, la guerre, elle a besoin d'aller à l'encontre de ce mécanisme d'empathie. Elle a besoin de brimer cette empathie. Parce que si nous étions empathiques sur un champ de bataille, il est évident que nous ne ferions pas la guerre. Donc on est dans une situation où il faut aller à l'encontre de ce que les neurobiologistes ont identifié comme les neurones miroirs. Vous savez, nous sommes équipés de neurones qui permettent comme ça cette aptitude à se mettre à la place de l'autre. Eh bien, ces mécanismes, les animaux, eux, ils sont enchaînés. Voyez quand... Les animaux ne se font pas la guerre. Hein. Voyez quand deux chiens se battent. Eh bien, souvent, on assiste à un moment de la lutte où l'un des deux chiens va se coucher, va se mettre le cou, va exposer son cou, va le mettre en travers. Hein. C'est quelque chose que les éthologues ont beaucoup analysé. Comme si le chien se sentait vaincu devant un adversaire, et il adoptait un comportement qui conduisait l'adversaire précisément à ne plus le toucher. Parce que de fait, c'est comme ça que ça se passe. Quand le chien tend le cou, il provoque l'interruption du combat. Les neurobiologistes ont appelé ce comportement, enfin ont imputé ce comportement à la présence de ce qu'ils appellent des inhibiteurs de violence. Il y a des inhibiteurs de violence qui se mettent en place spontanément et qui régulent le comportement agressif. Ces inhibiteurs de violence, malheureusement, ils sont absents chez les psychopathes, ils sont aussi relativement absents chez les autistes, ils ont affaire précisément avec ces neurones miroirs que j'évoquais à l'instant, mais vous voyez bien que ces inhibiteurs de violence, il faut les limiter chez les soldats. C'est peut-être pour ça qu'on donnait, pendant la guerre de 14, du Calva aux soldats. C'est peut-être pour ça qu'on donne encore des amphétamines dans l'armée américaine, du Prozac, ou même du Viagra, etc., pour lever
ces inhibiteurs de violence qui sont mécaniques, qui sont instinctifs en nous. L'histoire de la guerre, s'il fallait écrire l'histoire de la guerre, et bon, ça a été fait, c'est au fond l'histoire des moyens déployés pour ne pas céder à ces mécanismes que nous partageons au départ avec les animaux. Et c'est en quoi la guerre, encore une fois, elle est humaine, parce qu'elle nous arrache au comportement strictement animal. Dans la guerre, dans l'histoire de la guerre, on voit bien, on introduit de plus en plus de distance entre les belligérants. L'invention de l'arc, l'arbalète, l'arme à feu, le canon, le missile et finalement le drone, c'est une gradation dans la prise de distance de plus en plus importante entre les belligérants. Et ça n'est évidemment pas pour rien, ça n'est pas anodin. La guerre était peut-être humaine dans le corps à corps, elle a peu à peu cessé de l'être en devenant plus abstraite, et elle sera proprement inhumaine lorsqu'il n'y aura plus que des automates, sans état d'âme pour la faire. Donc, vous voyez, il y a là quelque chose comme un paradoxe. Et certains pensent qu'une guerre, 0 mort chez les soldats, serait inhumaine. Eh bien, ou plutôt, on pense que ça serait plus humain qu'il y ait 0 mort chez les soldats. Mais ça n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr si l'on s'accorde à considérer que là où il n'y a plus de réflexion, là où il n'y a plus de prise de distance, là où il n'y a plus de conscience, plus d'automaîtrise, c'est là que triomphe l'inhumain. Donc une guerre avec 0 mort soldat parce qu'on n'utilise que des automates sera une guerre inhumaine. Et vraisemblablement, je crois que les populations civiles auraient toute à crainte lorsque les soldats auraient disparu au profit des machines. Et j'évoquais tout à l'heure la DGA, la Direction Générale des Armements, qui s'interroge beaucoup sur la question de l'éthique des robots. Eh bien, c'est cette question-là qu'on pose. Comment faire en sorte que des robots puissent avoir des comportements moraux? Comment faire en sorte que des robots puissent prendre des initiatives qui soient apparentables à des initiatives humaines? C'est une vraie question. En tout cas, les neurobiologistes le savent bien. Notre cerveau a beau être dominé par des mécanismes, tant que notre conscience subsistera, elle se traduira par notre aptitude à lui dire non au cerveau. Nous avons un cerveau reptilien. Nous avons un cerveau reptilien qui s'est trouvé recouvert par le néocortex, et ce néocortex est dominé par le lobe frontal, qui est le siège de la planification de nos actions, d'un certain nombre d'émotions, etc. Bon, eh bien, tant que nous aurons de la conscience, c'est-à-dire cette possibilité de prendre du recul, eh bien, nous pourrons sans doute conjurer les mécanismes propres à notre cerveau. La conscience, l'une des définitions que donnent les neurobiologistes de la conscience, c'est de dire la conscience, elle oppose un droit de veto à ce que nos mécanismes neuronaux imposeraient en matière de décision. Il y a des travaux tout à fait intéressants qui montrent comment, dans certaines circonstances, le cerveau semble anticiper la décision que nous prenons. L'imagerie cérébrale permet de le visualiser. Donc tout se passe comme si le cerveau préparait l'action, préparait, voire imposer la décision. Et notre conscience, c'est cette liberté que nous avons de dire non à ce que le cerveau nous imposerait. Donc vous voyez, être libre, c'est cela. C'est être dans le non, dans le veto. Et c'est pour ça aussi qu'on a raison de dire, et je reviens à mon propos de tout à l'heure, que faire le mal, c'est l'indice même de la liberté. C'est pas glorieux, c'est pas joyeux que de se le dire, mais faire le mal, c'est prouver qu'on est capable de ne pas céder à ce qui serait parfaitement mécanique. Je crois que tout le judéo-christianisme l'a compris. L'association de la liberté et du mal, c'est un thème qui est profondément inscrit dans notre culture. Mais il arrive évidemment que l'élémentaire en nous, le pulsionnel en nous, l'instinctif en nous, reprennent le dessus, ou que le machinique affleure également en nous. Et j'évoquais tout à l'heure Rousseau. Rousseau, c'est un petit peu là-dedans qu'il s'est trouvé pris. Lorsqu'il évoque l'état de nature idyllique, c'est pour regretter que l'humain soit devenu une créature sophistiquée, qu'il ait cessé d'être l'élémentaire
l'élémentaire qui vit libre, sain, bon et heureux, comme il le dit. Et de la même manière, quand il écrit le contrat social pour décrire la façon dont les hommes peuvent s'organiser et organiser une société, c'est du machinique qu'il sollicite en l'humain. Chaque humain est un agent rationnel qui sait faire les bons calculs, et faisant les bons calculs, eh bien, il sert la cause de la volonté générale. Donc vous voyez, l'élémentaire, le machinique en nous, ils peuvent réaffleurer. Mais si on laisse libre cours à l'élémentaire ou au machinique, nous cessons d'être libres. Nous cessons de pouvoir dire non. Et nous perdons notre humanité. En ce sens, nous sommes toujours menacés d'inhumains quand nous acceptons de nous considérer comme de simples êtres de pulsion ou comme des automates perfectionnés. Et je trouve intéressant de rappeler que ceux qui nous invitent à nous considérer comme de simples êtres de pulsion, c'est quelquefois les écologistes. Il y a une écologie profonde qui nous rappelle continuellement que nous ne sommes rien de plus que des êtres de pulsion. De même qu'il y a les spécialistes d'intelligence artificielle qui nous donnent à penser que nous sommes des automates un peu plus perfectionnés que les automates actuels, mais avec les progrès, on pourra réaliser des automates aussi, voire plus perfectionnés que nous. Vous voyez, je suis en train de pointer là quelque chose qui est également paradoxal. C'est-à-dire une certaine solidarité entre l'écologie qui refuse aux humains le privilège d'être une espèce supérieure, et qui nous rappelle que nous sommes des prédateurs avant tout. Donc, solidarité entre cette écologie profonde et l'intelligence artificielle qui nous annonce que nous sommes moins bons que les machines, comme si, de part et d'autre, tant dans l'écologie que dans l'intelligence artificielle, il y avait une espèce de plaisir à nous auto-humilier. Eh bien oui, retrouver le pouvoir de dire non, ce serait réhabiliter la position que nous pouvons occuper, tant dans la nature que dans la société. Un monde où domineraient les machines, un monde qui nous obligerait à nous comporter comme des machines pour interagir avec elles, ce serait un monde dans lequel on ne saurait plus dire non et où l'on consentirait à l'humain. Alors certaines utopies, qu'on appelle quelquefois des utopies post-humaines, parce que donc elles anticipent la figure d'un homme qui n'existe pas encore, mais qui serait le résultat des technologies et des sciences que nous déployons aujourd'hui. Eh bien, certaines utopies post-humaines aujourd'hui décrivent un monde de cette espèce, c'est-à-dire un monde où dominent les machines et où les hommes sont de plus en plus machinisés pour pouvoir interagir avec leurs machines. Et je voudrais en évoquer une utopie post-humaine. Une utopie qui a été écrite dans les années 1940 par quelqu'un qui s'appelle Skinner. Et Skinner, certains d'entre vous le connaissent peut-être, il a fondé la psychologie comportementaliste, behavioriste. Skinner, c'est un psychologue qui a décrit l'humain comme une boîte noire, qui reçoit des stimuli et qui fournit des réponses. Toute une psychologie s'est basée là-dessus. Eh bien, sachez, et ça va illustrer la solidarité entre l'écologie et l'intelligence artificielle que j'évoquais tout à l'heure, sachez que ce Skinner, il a écrit une utopie qu'il a appelée Walden 2. Walden 2. Thoreau a écrit Walden, ou La vie dans les bois. Skinner reprend le titre de Thoreau pour décrire une société expérimentale dans laquelle chaque individu ne serait considéré que comme une boîte noire. Une boîte noire qui recevrait des stimuli et qui émettrait des réponses. Et pour Skinner, cette société, elle serait idéale. Pas de vie intérieure, pas d'intention, non, simplement un juste calcul des stimuli qui permettrait d'organiser, d'harmoniser en quelque sorte les relations de manière systémique entre les individus. Vous voyez, c'est quand même étonnant. Il a éprouvé le besoin de baptiser son utopie par référence à Thoreau, qui lui évoquait
le bonheur qu'il y aurait pour l'humain à vivre à peu près seul dans les bois, ou en tout cas dans la nature, en symbiose avec la nature. Donc là aussi, vous voyez, le machinique et l'élémentaire pulsionnel, font cause commune, sur la base de, précisément d'une éviction du pouvoir de dire non, parce que si je suis une boîte noire qui reçoit des inputs et qui émet des outputs, je ne suis pas en position de refuser, de dire non. J'ai pas le temps d'évoquer beaucoup l'imaginaire de la science-fiction, mais elle est éloquente, parce que si la science-fiction est éloquente, c'est parce que elle nous dit bien les préoccupations qui sont les nôtres au présent. Un film de science-fiction en dit énormément sur ce qui nous hante aujourd'hui. Et puisque j'évoque ces scénarios où nous sommes considérés comme des machines en interaction systémique les uns avec les autres, bon, vous avez peut-être vu cette série suédoise Real Humans à la télévision qui présentait un monde plausible, un monde dans lequel nous serions entourés de robots androïdes. Bon, cette série suédoise à grand succès, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle dit nos préoccupations et nos craintes. Et en même temps, elle nous révèle la possibilité que le pouvoir de révolte migre chez les robots eux-mêmes. Nous serions dans une société sans plus de nom, puisque nous serions dans une société où tous les problèmes auraient été pratiquement réglés, et réglés de manière technoscientifique. Et dans cette société, eh bien, ce seraient les robots qui voudraient dire non à l'exploitation dans laquelle nous les mettons. Et cette série suédoise qui a eu de manière inexpliquée un très très grand succès dans le public, c'est ça qu'elle met en scène. Elle met en scène le pouvoir de dire non conféré aux machines parce que les humains en sont devenus incapables, tellement abrutis en quelque sorte par le confort qu'ils se sont donné grâce à leurs machines. Alors vous savez que certains paléoanthropologues, tout à l'heure on parlait de Pascal Pic hors champ, eh bien certains paléoanthropologues prévoient que l'espèce humaine sera de plus en plus capable d'automatisme. Comme si ce serait là notre loi d'évolution. Progressivement, cette loi d'évolution nous rapprocherait des animaux. Tout se passe comme si l'évolution, vue du point de vue du paléoanthropologue, eh bien, nous conférerait de plus en plus d'aptitude à l'automatisme et de moins en moins d'aptitude à la réflexion. La conscience, disent quelquefois des paléoanthropologues ou des biologistes néo-darwiniens, quelquefois on nous dit que la conscience, elle va disparaître. La conscience, c'est un avantage sélectif que l'espèce a découvert à un moment donné, dans la lutte pour l'existence. La conscience est apparue comme un avantage sélectif. Elle nous a permis, effectivement, la réflexion, la programmation, un certain nombre de choses. Mais ces paléoanthropologues ou ces biologistes darwiniens, ils disent tous que dans l'évolution, dans la sélection naturelle, ce qui est un avantage sélectif à un moment donné devient un handicap. Un avantage sélectif, c'est un comportement qui est conforté par un environnement dont les pressions sélectives sont favorables à cet avantage. Mais si vous transformez votre environnement, vous transformez les pressions sélectives, et à ce moment-là, ce qui était un avantage devient un obstacle. Eh bien, aujourd'hui, on n'hésite pas à dire, souvent chez les transhumanistes, donc que j'évoquerai tout à l'heure, que la conscience, c'est un avantage sélectif qui est en passe de devenir un handicap. Dans notre société technologisée, dans notre société fondée sur la compétition, sur la performance, la conscience devient un frein dont il faut se départir de plus en plus. Et ça, c'est quand même étrange. C'est quand même étrange. Pour être compétitif, pour être réactif, il faut de moins en moins de conscience. Donc il va falloir même se débarrasser de la conscience si on veut vraiment être à la hauteur, ou au moins la réduire au minimum.
c'est la zombification de l'humain qui est annoncée. Ce que je nomme plus sobrement dans mon dernier livre, L'homme simplifié, la simplification de l'humain. Ça n'est évidemment pas réjouissant, ce que je suis en train de dire. Mais lequel d'entre nous peut affirmer qu'il n'est pas de plus en plus obligé de se comporter comme une machine pour être performant dans la vie de tous les jours? Y a-t-il un coursier en bourse dans la salle pour me contredire? Je vais parler un peu de philosophes pour resituer tout cela. Nietzsche décrivait le monde qui s'annonçait à son époque, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle. Il décrivait son époque comme nihiliste. Et Alain Finkielkraut a évoqué le nihilisme. Le nihilisme, Alain l'a très bien dit, ça n'est pas simplement le triomphe du non. Être nihiliste, c'est plutôt être dans l'à quoi bon. À quoi bon? À quoi bon résister? C'est ça, être nihiliste. C'est être tenté par le rien. C'est être habité par une espèce de volonté, quand volonté il y a, mais volonté de néant. C'est ça, le nihilisme. Dieu est mort, nous l'avons tué, et nous ne nous en remettons pas. C'est ce que disait Nietzsche. C'est la formule même du nihilisme. Avoir tué Dieu et avoir honte de l'avoir fait. Ça équivaut à la perte de toute substance humaine. Le fait d'avoir tué Dieu nous a complètement, désubstantialisés. C'est le triomphe du ressentiment généralisé dont Alain Finkielkraut disait qu'il fallait essayer de le convertir en gratitude. Je ne vais pas jusque-là, moi, vous l'avez compris. Ce que décrivait Nietzsche, c'était déjà le monde de la désaffection de l'humain pour lui-même. L'incapacité de revendiquer des valeurs à objecter à la réalité. Nietzsche avait une formule qui revient souvent dans son œuvre, il disait « le désert croît ». Le désert croît. Une manière de métaphoriser cette espèce d'avènement d'un monde sans contraste, d'un monde sans valeur. L'idée de valeur, c'est une notion de peintre. La valeur, c'est la nuance, c'est le contraste. Là, non, on est dans un monde qui est de plus en plus sans contraste, où on ne règne plus que le 0 et le 1 de la numérisation. Et ce monde sans contraste, ce désert qui croît, je le mets volontiers en parallèle avec l'idée selon laquelle le monde que nous faisons est un monde de plus en plus plat. Le monde est plat. C'est ce que dit un auteur américain, Thomas Friedman, dans un ouvrage où il décrit la prise de pouvoir des technologies de communication qui font que tout est toujours accessible, il n'y a plus de contraste, il n'y a plus de relief. Nous sommes dans un monde où il n'y a plus non plus de valeur autre que marchande. Nous sommes dans un monde de l'interchangeabilité généralisée, de l'équivalent généralisé. C'est la numérisation qui est l'équivalent généralisé. Et c'est ce monde-là qui est le nôtre, un monde de l'immoralité aussi. J'aime beaucoup citer Lévinas qui disait que le jour où les hommes seront interchangeables, alors triomphera l'immoralité. Eh bien, nous sommes dans ce monde. Dans Ainsi parlait Zarathustra, je voudrais juste encore parler de Nietzsche brièvement. Il y a un texte qui ouvre Ainsi parlait Zarathustra, dans lequel Nietzsche décrit ce qu'il appelle les 3 métamorphoses par lesquelles passe l'esprit. Le texte s'appelle les 3 métamorphoses. Et donc, il dit l'esprit passe par ces 3 métamorphoses. La première métamorphose, c'est le chameau. Le chameau, nous commençons par le chameau. Le chameau, c'est l'animal qui porte les charges qu'on lui met sur le dos, sans rechigner. C'est l'animal qui dit toujours oui. Toujours oui. Il accepte. Il accepte, contraint, évidemment, mais courageusement. C'est un animal touchant de ce point de vue-là. Ça, c'est la première métamorphose de l'esprit. La deuxième métamorphose, c'est le lion. Le lion, lui, il dit non. Il dit non de manière rageuse et systématique. Et la troisième métamorphose, pour Nietzsche, c'est l'enfant. L'enfant qui est innocence et oubli. L'enfant qui joue sans arrière-pensée. L'enfant qui dit oui au monde avec générosité. Donc, le chameau, le lion,
l'enfant. Ben, où en sommes-nous? Nous. Où en serions-nous, selon Nietzsche? Je crois que nous n'en serions plus au stade du lion. Il y a trop de lassitude chez nous. Il y a trop de sentiments d'impuissance. Ce sentiment d'impuissance qui est accru justement par le monde de nos machines, par ce monde qui nous immerge et qui nous renvoie de plus en plus à notre insuffisance. Donc, je ne pense pas que nous soyons des lions. Est-ce que nous sommes au stade de l'enfant? Ben là, j'ai bien peur que non, que nous en soyons loin également. Nous ne sommes pas suffisamment légers. Nous ne sommes pas suffisamment naïvement ouverts au monde. Donc c'est donc le chameau qui est vraisemblablement notre caractéristique, mais le chameau, le courage en moins. Le chameau menace de se réimposer comme l'emblème de l'humain, convaincu que le destin est inéluctable. Je décris là la fatigue d'être soi que Alain Ehrenberg avait très bien diagnostiquée dans nos sociétés. La conviction que le monde ne peut plus être changé, que la mondialisation veut que ceci, que cela, et que on ne puisse pas faire autrement que d'accepter le métabolisme que nous avons mis en place à l'échelle de la planète. Il faut seulement y consentir. Michel Houellebecq, évidemment, illustrerait bien ce que je raconte là, magnifiquement même. Il illustrerait cette désertion du non qu'on pourrait bien sûr décrire comme postmoderne. La fin des idéaux révolutionnaires, la fin des grands récits, etc. Michel Houellebecq décrirait bien l'ennui qui nous saisit, l'autisme même qui se développe et qui va jusqu'à la représentation fantasmatique et vertigineuse du clonage, qui répéterait ad nauseam les mêmes choses. Si vous avez lu La possibilité du Nil ou Les particules élémentaires, vous voyez forcément très bien ce que je suis en train de dire. L'humain décrit par Houellebecq, c'est le dernier homme de Nietzsche, le plus laid des hommes, comme disait Nietzsche. Le plus laid des hommes, honteux d'avoir tué Dieu, et avec lui d'avoir tué la source vive des valeurs qui permettaient de s'opposer aussi bien à Dieu que au monde. Et ces valeurs qui nous poussaient à vouloir dépasser la condition humaine. Désormais, le dernier homme délègue à ces machines ce pouvoir de dépassement. Et il succombe à la honte d'être soi. Vous savez, c'est Gunther Anders, le philosophe allemand, qui avait diagnostiqué dans nos sociétés cette pathologie dominante, qui est la honte d'être soi, la honte prométhéenne d'être soi. Et tous les sociologues qui ont commenté cette honte prométhéenne d'être soi, le révèlent bien, disent bien. La dépression, c'est la pathologie dominante dans les sociétés technologisées, c'est-à-dire ce sentiment d'impuissance devant les machines, prenez, j'évoquais tout à l'heure les préoccupations, les robots vont-ils prendre notre place, etc., etc. C'est cette espèce de sentiment de désaffection pour nous-mêmes. Alors parlons un peu sans être optimiste, il ne faut pas exagérer, mais parlons un petit peu des perspectives. L'une des perspectives qu'on nous présente volontiers pour sortir de cette situation, c'est la fusion avec les machines. La perspective de fusionner avec les machines, annoncée par les transhumanistes, comme l'horizon du bonheur. Parce que les transhumanistes veulent le bonheur. Ils veulent le bonheur en disant les sciences et les techniques vont satisfaire absolument toutes nos aspirations. Quand on regarde un petit peu près ce qui nous est promis, on s'aperçoit qu'en tout cas le bonheur ne sera pas dans le pouvoir de dire non. Absolument pas. Donc déjà, si pouvoir dire non c'est être humain, et si le bonheur promis exclut qu'on puisse dire non, le bonheur promis ne sera pas forcément humain. C'est en tout cas l'indice que je donne pour l'instant. Eh bien cette perspective de fusionner avec les machines, elle est indiquée comme ce par quoi nous pourrions nous sauver. Je commente là rapidement le fameux rapport dont vous avez sans doute entendu parler, dont j'ai parlé peut-être l'an dernier, ou j'en ai parlé ici l'an dernier, qui est le rapport NBIC. NBIC, c'est un acronyme qui
désigne la convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives et l'intelligence artificielle. Donc, ce rapport NBIC qui constitue la feuille de route de pratiquement toutes les sociétés technologisées aujourd'hui, c'est un rapport qui a été remis au gouvernement américain en 2003 et dans lequel les auteurs définissent les cadres du bonheur qui nous sont promis, qui nous est promis, si nous laissons libre cours à l'innovation technoscientifique engagée aujourd'hui. Et on s'aperçoit que la chose essentielle, ce sur quoi on met l'accent, c'est l'hybridation de l'homme biologique et de la machine. C'est ça qui est donné comme la clé d'un bonheur supposé désirable. Et un bonheur désirable, c'est un bonheur assez classique, un bonheur dans lequel il n'y aura pas d'événement. Le bonheur est toujours sans événement. L'événement, c'est toujours l'incertitude, c'est toujours le risque de basculer dans l'inconnu. Donc, un bonheur sans événement. Un bonheur qui sera sans histoire. On est sans histoire quand on est dans le bonheur. Un bonheur qui sera par conséquent sans hasard et sans violence. Alors, on nous dit que ce bonheur, il est à notre portée, pour autant que nous développons des technologies qui réaliseront la communication de l'homme et de la machine, la communication du cerveau et de l'ordinateur, la communication du cerveau et du cerveau, et la pensée hybride. Alors je ne vais pas commenter ces différentes invitations, mais elles traduisent en tout cas cette finalité dans laquelle toutes les technologies convergeraient aujourd'hui. L'important, si vous voulez, à mes yeux, c'est de comprendre que les perspectives qui sont offertes par cette hybridation de l'homme biologique avec les machines, elles ont toutes en commun une chose. Elles écartent le langage. Elles écartent le langage, dont j'ai dit que le pouvoir de dire non était la clé même du langage. Elles écartent l'univers des signes, elles écartent tout ce qui est de l'ordre du symbolique au profit de simples signaux dont sont capables les machines, ou de symboles, mais de symboles au sens mathématique du terme, c'est-à-dire au sens des algorithmes. Donc on nous dit, le bonheur, il est à la clé de toutes, enfin, ou en tout cas, le bonheur, il est conditionné par toutes les technologies qui permettraient de faire en sorte d'écarter le langage au profit du signal. Alors, vous allez me dire, mais quelle différence entre le signe et le signal? C'est assez simple. Quand nous échangeons des signes, les uns et les autres, nous échangeons des messages qui appellent des messages. Quand nous échangeons des signaux, on n'échange pas, à vrai dire, de signaux. Un signal, il appelle un comportement. Un signal, c'est une impulsion qui requiert une réponse, et une réponse comportementale. Un signe, c'est une invitation au dialogue, c'est une invitation à la conversation. Toutes les technologies qu'on met en avant aujourd'hui sont des technologies du signal, du traitement du signal, et biffent intégralement la dimension du signe et du symbolique qui était proprement humaine. Un monde dominé par les machines est un monde qui n'a plus besoin du langage humain, qui cherche même à s'en débarrasser sciemment. Parmi les technoprophètes fous qui tiennent le haut du pavé dans le monde du transhumanisme, il y a ce fameux Kevin Warwick qui met tout en place pour réaliser la télépathie entre nous. Si nous sommes capables de convertir des signaux, des circuits synaptiques en ondes électromagnétiques que vous pouvez recevoir, nous pouvons imaginer un univers dans lequel il suffira de produire ces circuits synaptiques pour pouvoir interférer. Je n'aurai plus besoin de vous dire quoi que ce soit, il suffira que je pense à ce que je veux vous transmettre pour que vous le receviez, et bon, c'est la télépathie. Et Kevin Warwick dit, se débarrasser du langage, c'est se débarrasser de la violence, parce qu'il pense que le langage c'est la violence. Il n'est pas tout à fait en désaccord avec moi, puisque je disais le langage c'est le mensonge. C'est le mensonge, la séduction, etc. Et donc lui, il dit, on va supprimer le langage grâce à la communication de cerveau à cerveau, et on aura réalisé ce bonheur. Au fond, il suffirait que nous communiquions comme le font les abeilles, grâce à des signaux que nous captons et que nous émettons, pour ainsi dire, sans y penser. Ce monde dominé par les machines est donc bien un monde qui ne permet plus
de dire non, puisque le langage y a disparu. Il y a disparu au profit des codages, permis par la numérisation. Nous sommes dans ce monde de plus en plus, vous, moi, des codes-barres ambulants. Nous sommes des codes-barres ambulants. Hein, nous sommes donc, en ce sens, des êtres de signaux. Hein, il y a des capteurs, des scanners qui de plus en plus nous décodent, nous reconnaissent, hein, et nous sommes de plus en plus des mécaniques pulsionnelles. Hein. En décrivant dans mon dernier livre le syndrome de la touche étoile, c'est ça que j'ai essayé de suggérer. Hein, cette élimination du langage et de tout ce que le langage a permis de développer. Hein. Si j'ai pris l'expression syndrome de la touche étoile comme emblème de la situation qui est la nôtre, c'est parce que c'est flagrant. Hein. Nous avons développé des machines soi-disant à communiquer, hein, et vous voyez bien que ces machines à communiquer ne nous permettent pas de communiquer. Un serveur vocal ne vous invite pas à communiquer. Vous ne faites pas d'humour ou d'ironie avec la voix d'un serveur vocal. Hein, vous répondez à son injonction. Appuyez sur la touche étoile, appuyez sur la touche 1, appuyez sur la touche 3, etc. Et à la fin, Vivaldi, Vivaldi. Donc, le pire est que oui, et vous voyez, c'est ça, ce monde. Hein. Et je crois que le transhumanisme, qui milite intégralement pour la transformation de notre univers en un univers de signaux, c'est une offensive contre les mots. C'est une offensive contre l'ambiguïté des mots. Chez les technologues, on ne rejette rien tant que l'ambiguïté des mots. On veut de la transparence. Et avoir de la transparence, c'est désambiguer les mots, c'est sûr, hein, exactement comme le novlangue de 1984, hein, où on supprime l'ambiguïté du langage. Mais c'est aussi une offensive contre la vie intérieure, c'est une offensive contre la liberté de s'abstraire même du monde. Hein, on veut que nous vivions les uns et les autres en extériorité, à la manière d'une mécanique, et c'est ça que veulent les technoprophètes. L'obsession de la transparence. Il faudra qu'un jour, quand même, on prenne le problème un petit peu au sérieux. Sous prétexte de sécurité, instaurer de la transparence. C'est l'expression même de ce rejet de l'humain, cette volonté de transparence. Le panoptique de Bentham, qu'on met quelquefois en exergue pour cette transparence, c'est proprement effrayant. Michel Foucault l'avait bien repéré, hein, il voyait bien qu'on était en train de créer une société de contrôle, hein, de plus en plus fine. Ben oui, et nous l'acceptons les uns et les autres tous les jours un peu plus. Hein. Je n'ai pas besoin de beaucoup insister là-dessus. Le pire est que les technoprophètes, tous ces gens qui émargent au transhumanisme, sont de plus en plus écoutés. Pourquoi le sont-ils? Eh bien parce qu'ils annoncent aux humains que nous sommes la fin de leur supposé malheur. C'est-à-dire la fin de l'adversité qui est la nôtre. Alors qu'est-ce que c'est l'adversité pour un humain, selon un transhumaniste? L'adversité, c'est le fait que nous soyons obligés de naître par hasard. Naître par hasard, c'est une abomination pour un transhumaniste. Si on a la possibilité de fabriquer l'humain, il faut fabriquer l'humain. Je vous renvoie à Jacques Testard, qui a été extrêmement éloquent là-dessus et qui a tout dit. Donc, supprimer cette fatalité qui a été longtemps la nôtre et qui faisait que pour faire un enfant, il fallait que deux gamètes se rencontrent par hasard. L'adversité, c'est aussi la souffrance. Donc on veut être débarrassé de la souffrance, hein, au prix éventuellement de la suppression du plaisir, puisque les molécules des neurosciences peuvent sans doute supprimer la souffrance, mais au prix de la suppression du plaisir. Supprimer les maladies. Vous entendez évidemment régulièrement cette annonce de la suppression des maladies. Laurent Alexandre est très, très connu pour être le chantre du transhumanisme, nous annonce la défaite du cancer pour très bientôt, vous le savez. Supprimer le vieillissement, et puis supprimer la mort. Donc les transhumanistes nous disent c'est ça qu'on tient entre les mains aujourd'hui, moyennant les efforts, les investissements et le consentement
à un monde technologisé. On touche à l'extrême aujourd'hui avec les promesses d'immortalité. On parle tellement d'immortalité aujourd'hui qu'il faut que j'en dise un mot quand même. Cette immortalité, elle repose bel et bien sur des extrapolations obtenues à partir de la biologie. Il y a une plausibilité dans les annonces d'immortalité. Jacques Testard l'a pas dit, il aurait pu aller plus loin lorsqu'il a évoqué les cellules souches totipotentes induites. Vous vous souvenez? Non, il n'a pas employé cette expression, mais il a évoqué ces cellules somatiques qu'on va être capable de plus en plus de faire régresser à l'état de cellules germinatives. Bon, le propre des cellules germinatives, c'est qu'elles se reproduisent quasiment à l'infini, hein, sans bug, hein, alors que les cellules somatiques, eh bien, leur taux de renouvellement devient de plus en plus faible, hein, et les cellules somatiques sont résolument modernes. Ben, si on a cette technologie-là, aujourd'hui les transhumanistes disent il n'y a pas de problème, on va pouvoir créer des organes artificiels. Hein, vous aurez un foie qui ne marche plus, on prélèvera une cellule, n'importe quelle cellule somatique qu'on mettra en culture et qu'on conduira à produire un nouveau foie. Hein, donc on pourra, sans trop de problèmes, imaginer un monde dans lequel nos organes pourront être changés à la demande. Et puis, il y a tous les travaux de biologistes sur ce qu'on appelle la télomérase, hein, cette enzyme qui régule le renouvellement de nos cellules. Si on se met dans l'idée que si on est capable de maîtriser ce dispositif de la télomérase, alors on aura là aussi une clé supplémentaire pour l'immortalité. Et puis, l'ectogénèse, enfin, dont Jacques Testard n'a pas parlé, mais qu'il aurait pu évoquer, est l'un des ingrédients souvent mis en avant par les technoprophètes, hein, pour étayer l'idée que l'immortalité est à portée, sinon de vue, en tout cas portée de possibilité. Et puis il y a du côté de l'intelligence artificielle, hein, ce fameux mind uploading, hein, cette possibilité qui serait la nôtre de transférer le contenu de notre cerveau sur des matériaux inaltérables, sur des puces de silicium, hein, et si on transfère le contenu de votre cerveau, on s'imagine qu'on pourra préserver votre conscience, hein, et l'implémenter sur un autre corps, sur un dispositif technique, ou l'envoyer dans le cyberespace, et vous seriez immortel. Il faut bien réaliser ce que serait l'immortalité, si elle était réalisable. Et surtout, c'est ça qui m'intéresse surtout, c'est comprendre de quoi la promesse d'immortalité est le symptôme. Qu'est-ce qu'ont donc dans la tête les gens qui nous annoncent que l'immortalité est pour demain? Et qu'ont-ils dans la tête lorsqu'ils m'objectent à moi, qui leur apporte souvent la contradiction, que tous les gens à qui je parle là veulent forcément l'immortalité? Parce que c'est l'argument essentiel de Laurent Alexandre, le chantre de l'immortalité, qui me dit toujours « mais tu t'imagines pas que tous les gens veulent forcément l'immortalité ». Eh bien, si elle était réalisable, l'immortalité, ce serait à l'évidence le triomphe de l'animalité en nous. C'est l'instinct de conservation qui serait réalisé, absolument. C'est le plus élémentaire en nous qui serait obtenu. Nous serions immergés au mieux dans le flux de l'espèce, sans possibilité de revendiquer une individualité. Ce serait le vouloir vivre éternel de Schopenhauer ou des bouddhistes. Ce serait aussi la solitude et l'ennui. Ce serait la disparition de la finitude, ce que les philosophes appellent la finitude. C'est le fait que nous soyons effectivement des êtres incomplets, mais c'est parce que nous sommes des êtres incomplets que nous communiquons. C'est parce que je suis incomplet que j'ai besoin de vous. Hein, si je suis dans cette immortalité-là, je n'ai plus besoin de personne. L'immortalité, ce serait finalement l'abandon de soi à l'innommable, c'est-à-dire à l'illimité. Ce serait la restauration de l'animalité à laquelle nous avions échappé en naissant limité et imparfait, comme le révèle Prométhée, le mythe de Prométhée et d'Hermès. Ce serait donc l'accession à une image de la divinité faite d'impassibilité et de solitude. Et tout cela, mais je m'aperçois que j'ai plus le temps et qu'il va falloir que j'arrête, rien à voir avec le désir d'éternité. Le désir d'éternité, il se nourrit d'une tension, du désir précisément, et d'une quête infinie
d'absolu et de spiritualité. Hein, donc, quand on dit qu'il y a un désir d'éternité chez les humains, que la philosophie porte ce désir d'éternité, oui, mais ça n'est pas l'appétit d'immortalité qu'on nous présente comme ce qu'il y a de plus désirable. L'immortalité, elle n'est jamais spirituelle, elle est résolument animale, et elle est présentée, c'est ça le pire, comme la perspective ouverte par une médecine technologisée, par une médecine connectée, une médecine prédictive, dépourvue de la relation symbolique, c'est-à-dire langagière, qui a prévalu jusqu'à présent. Didier Sicard a très bien décrit hier cette disparition de l'examen clinique qui accompagne la technologisation de la médecine, et surtout il l'a très bien décrit il y a une quinzaine d'années dans son livre « La médecine sans le corps ». L'immortalité n'est capable que d'une chose, finalement, c'est de nier la mort, et de nier la vie, et de nier la vie. Bon, parce que, évidemment, la mort et la vie sont éminemment solidaires. Donc l'ultime paradoxe, il est là. La technique est née de la faculté de dire non, elle était contemporaine du langage dans l'aventure de l'hominisation, elle a fini par s'auto-développer et s'auto-accroître au point de dénoncer son lien avec le langage, et désormais, la technique donne à entrevoir la fin de l'humain avec le triomphe d'une immortalité mortifère qui constituera le dernier non opposé à la vie tout entière. Il faut s'interroger pour finir, et je finis, pour ne pas se désespérer complètement. Est-il donc possible de dire non aux machines? Est-ce que cela a un sens? Dire non à ce qui n'est pas un humain, doté d'une conscience et d'un pouvoir de répondre, quelle folie! Sauf qu'on pourrait refuser d'utiliser ces machines, ce qui les rendrait inutiles et obsolètes. Personne n'a acheté de Google Glass, ça disparaît. Sauf qu'on peut vouloir détruire les machines, comme les ludites du XIXe siècle qui voulaient retrouver la dignité qu'on leur enlevait en les remplaçant par des machines imbéciles. C'était les métiers jacquards à l'époque. On a toujours raison de se révolter, disait Sartre. C'est-à-dire qu'en tant qu'humains, nous avons toujours le pouvoir de refuser. Alors il est temps de se révolter contre les machines. Mais il faut examiner la chose d'un peu près. Et là, je rejoindrai des propos que l'échange entre Didier Sicard et Jean-Noël Ropion ont mis en évidence. Voudra-t-on dire non à l'utilisation de l'imagerie médicale, à l'échographie, à l'IRM fonctionnel, au cœur artificiel? Voudra-t-on dire non bientôt aux lentilles de contact qui délivreront des mesures d'insulinodiabétique? Voudra-t-on dire non aux implants intracérébraux qui rendront la vie plus facile aux parkinsoniens? Non aux régulateurs d'humeur ou aux antalgiques issus des technosciences appliquées au cerveau? Voudra-t-on refuser la robotique au service de la chirurgie, qu'elle soit réparatrice ou esthétique? Refuser aussi les innovations orientées sur la longévité, voire l'immortalité? Alors bien sûr, je connais des Amish, je connais des témoins de Jéhovah, je fréquente quelques décroissants qui iraient jusqu'à refuser tout cela. Mais vous et moi, sommes-nous disposés à refuser ce qui nous ferait post-humains, c'est-à-dire ce qui nous débarrasserait des vulnérabilités de notre humanité? Sous prétexte de pouvoir encore et toujours dire non, sommes-nous prêts à rejeter tout ce qui nous mécanise et qui prétend nous délivrer du hasard que comporte toute vie quand on ne la contrôle pas? Comment dire non quand les machines triomphent? Je crois qu'il est bien difficile de répondre en général. Nous avons fait triompher les machines parce que nous étions capables de dire non au déterminisme naturel, au risque que représentait notre environnement. Le non a eu ses effets pervers, et on s'est félicité de pouvoir s'en débarrasser, comme l'enfant de Nietzsche. Mais voilà qu'on se découvre proprement menacé par ce que nous avons laissé s'installer. S'il est encore temps pour nous de réagir,
cela passera par une prise de conscience. Être conscient, c'est toujours s'opposer. Donc c'est une prise de conscience qui signifiera en elle-même que nous n'avons pas perdu le non. Personnellement, je m'emploie à donner une expression à cette prise de conscience. Quelques mouvements d'opinion, souvent opposés au transhumanisme, font de même. Il y a des mouvements qui font appel à la sobriété technologique, à la simplicité volontaire, à une technologie conviviale. Mais vous, qui m'avez écouté ce soir, êtes sans doute représentatifs des gens qui croient dans la force des valeurs de l'humanisme, dans les vertus de la littérature ou dans la discussion publique. Tout n'est donc pas perdu. Reste à faire savoir que le non n'a pas encore perdu la partie. Merci. Merci Jean-Michel. Bon, eh bien, hein, franchement, c'était magnifique. Franchement, c'est toujours magnifique de s'entendre rappeler que l'humanité est quand même l'enfant de l'incertitude, du hasard, du désir, du plaisir, de la mort aussi, hein, qui va avec nous, et du langage surtout. Ça c'est vraiment extraordinaire de l'entendre dire et redire, et de ne pas nous laisser aller vers où finalement on deviendrait des chameaux, et nihilistes, hein, en plus. Voilà, est-ce qu'il y a une question dans le public? Tout de suite, là. Bonsoir. Vous parlez de la zombification de l'humain et de cette espèce de perte de conscience qu'on aurait dans une grande partie de nos actes quotidiens. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette perte de capacité de conscience dans des actes, on va dire, peu importants, et justement quotidiens, donc peu importants, cette capacité pourrait se reporter sur d'autres questions ou décisions qui justement mériteraient plus notre réflexion, notre capacité de conscience et notre temps, où justement on arrêterait de perdre notre temps dans des questions quotidiennes pour plus penser à des questions importantes, on va dire, ou plus métaphysiques. Non, je comprends bien votre question, qui revient à dire, au fond, les robots, c'est bien si ça nous débarrasse du travail ingrat, hein, si ça nous débarrasse de tout ce qui nous paraît dégradant ou indigne. Et donc, idéalement, l'humanité pourrait effectivement avoir créé ces technologies, ces outils, pour se rendre la vie plus facile et pour consacrer ses efforts à des choses plus rayonnantes. C'est la manière la plus habituelle de défendre la société technologique. Cela dit, moi je constate une chose, c'est que les technologies que nous mettons en place sont des technologies de plus en plus invasives et qui mordent de plus en plus sur les activités, y compris gratifiantes. Quand vous découvrez que les journalistes commencent à être aux abois parce que des machines réalisent des journaux bien mieux qu'eux, là, on est dans un secteur d'activité qui était encore considéré comme gratifiant, puisqu'il faisait appel à l'intelligence, au langage, etc. Eh bien non, il y a des journaux, et il y en aura de plus en plus, hein, qui sont écrits par des robots
des robots qui écrèment le web, qui ont des mots-clés, une syntaxe, et qui mettent ça en forme et nous livrent ça. Vous lisez votre journal, il n'a pas été écrit par des journalistes, mais par des machines. Donc, de plus en plus, les activités qui étaient considérées comme gratifiantes et le privilège de l'humain sont rognées par des robots qui sont de plus en plus performants. Donc on va bientôt se retrouver le long du mur et découvrir qu'il n'y a plus rien qui... Bon, et puis il y a des activités gratifiantes, jugées gratifiantes, qui vont cesser de l'être et qui vont être envahies par des robots. Je pense que les politiques, par exemple, pourraient très bien céder la place à des robots. C'est pas impensable. Bonsoir. Donc j'aurais deux questions à vous poser. Donc d'abord, vous avez parlé quand vous avez parlé de la guerre, vous avez fait la distinction entre une guerre qui se ferait avec des drones et des machines, et donc qui aurait une sorte d'éloignement par rapport à l'acte, et du coup vous avez défini ça comme une guerre plus inhumaine que les guerres à l'ancienne, on va dire. Mais d'un autre côté, vous avez aussi dit que justement ces guerres à l'ancienne impliquaient que l'homme perde son empathie. Et du coup, est-ce que, puisque l'empathie fait aussi partie de l'humanité, est-ce que ce serait pas... est-ce que peu importe le type de guerre, ce n'est pas un éloignement de ce qui fait notre humanité, justement? Je reprends sur un point en disant l'empathie, elle n'est pas spécifiquement humaine. L'empathie, les animaux connaissent aussi des comportements empathiques. J'évoquais le chien. Cela étant, la guerre me pose vraiment un problème, comme à tout le monde, bien sûr. Mais l'idée de faire une guerre humaine, la guerre humaine, je l'ai évoqué avec Raymond Aron, c'est une guerre qui préserve une part de ritualisation. C'est une institution, la guerre, une institution humaine qui comporte un certain nombre de protocoles de comportement, etc. Bon, il n'empêche qu'après, sur le terrain, évidemment, il s'agit de tuer l'ennemi. C'est le jeu même de la guerre, le triste jeu de la guerre. Donc, ce que j'ai voulu dire, simplement, c'est que plus on introduisait de distance entre les belligérants, plus on était tenté de perdre de vue la composante symbolique, c'est-à-dire ritualisée qu'il y a dans la guerre, plus on rendait la guerre abstraite, et plus les mécanismes allaient prendre le dessus, les automatismes allaient prendre le dessus, et on allait créer une guerre proprement inhumaine, et qui ne sera pas pour autant animale, puisque les animaux ne se font pas à la guerre. Donc c'est quelque chose qu'il faut penser, réfléchir, et moi je vois les militaires, la Direction Générale des Armements par exemple, vraiment poser le problème très très intelligemment sur ce terrain-là, et de se demander si la multiplication des robots, cette volonté de faire des guerres zéro mort soldats, n'est pas le prélude à des désastres au niveau des populations civiles, qui tiendraient, peut-être à des imperfections simplement techniques, qui pourront être révisées, mais on ne le sait pas. Vous savez, quand on parle de l'éthique des robots, on est souvent surpris, parce qu'on dit on ne va pas chercher de l'éthique chez les robots, mais les militaires se posent bel et bien la question en termes de moralité. Parce que ils utilisent un concept de la moralité qui est complètement vidé de sa substance. Qu'est-ce que c'est qu'être moral? C'est reconnaître le bien du mal. On peut s'entendre sur cette définition minimale. Un robot, il doit pouvoir distinguer entre le bien et le mal, c'est-à-dire entre l'ennemi et l'ennemi. Donc il doit avoir des scanners, capables de lui permettre d'identifier l'uniforme de l'ennemi et de découvrir l'ami, etc. Comme il doit être capable d'identifier des émotions sur le visage.
C'est ça qui est le drame de notre époque, c'est qu'on désubstantialise des notions qui étaient proprement et spécifiquement humaines, comme l'intelligence, la moralité, etc., pour pouvoir l'appliquer aux machines. Et une dernière question? Bonsoir, je ne pensais pas finir. En fait, j'ai deux questions. La première, vous dites que l'être humain a tendance à de plus en plus s'automatiser. Donc ça rejoint un peu la première question qui a été posée, je vais peut-être la poser un peu différemment. En fait, vous dites ça, mais l'être humain, quand il crée la machine, il fait un automate à la base, pour remplacer une tâche qui est automatisée. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est plutôt l'inverse, en fait. L'être humain, il s'enlève ses automatismes en créant les machines. Après, j'ai une autre question. Vous parlez de peur des machines, enfin, c'est un peu ce que j'ai ressenti, c'est un peu la peur des machines, de ce que nous allons créer. Mais les machines, c'est les êtres humains qui les créent. Donc ça revient un peu à avoir peur de l'être humain, d'avoir peur des machines. Merci. Écoutez, quand vous créez un automate qui doit interagir avec vous, vous imposez un comportement d'automate. Moi, quand je vais chercher un billet de chemin de fer avec un vendeur ou une vendeuse, bon, j'échange des signes, des mots, etc. Hein, je ne suis pas un automate, je suis là un être conscient. Et, bon, l'automate qui me sert aujourd'hui mon ticket de transport, il s'attend à ce que je déploie moi-même des automatismes. C'est ça le problème du monde des machines. On crée évidemment des automates, mais ces automates, ils sont faits pour interagir avec nous, pour nous rendre des services. Mais ils dictent leur format, ils dictent leur commande. Vous savez, l'une des grandes branches aujourd'hui qui se développe, c'est le design. Le design et l'ergonomie. Ce sont les deux disciplines dominantes. L'ergonomie, c'est affiner la relation de l'homme et de la machine. Et le design, c'est éventuellement ajouter des éléments de confort. Mais je crois que l'automatisation, elle est généralisée à partir du moment où on introduit dans notre environnement des machines qui fonctionnent à l'automate. Alors bon, oui, c'est vrai que j'ai pas confiance dans l'humain aujourd'hui, lorsque j'ai le sentiment qu'il met tout en œuvre pour déléguer son initiative sur des machines. Ça prend quelquefois des proportions pathologiques, cette défiance à l'égard de l'humain. Je pense souvent le cas du pilotage automatique d'un avion, et je prétends que lorsqu'on nous annonce que le pilote prend les commandes, on est inquiet. Et c'est quand même dommage, c'est un signe. Une autre question? Dernière question pour François? Oui, une petite question. Jacques Audiberti, le poète ami de Claude Nougaro, c'est lui qui le raconte, rencontrant une amie en état de grossesse, d'une manière faussement naïve et véritablement inquiète, lui dit: tiens, ça se fait encore? Et Henri Atlan, il y a plusieurs années, ici, est venu nous dire: on sait déjà se passer de l'utérus féminin, machine extraordinaire, dans les premiers temps, avec le bébé éprouvette, hein, M. Testard. On sait s'en passer dans les derniers temps, avec les couveuses, mais pas entre-temps, parce que l'utérus féminin est une machine bien trop complexe. Mais dans 50 ans, nous l'aurons, l'utérus artificiel. Ma question: confirmez-vous ce pronostic, premièrement? Deuxièmement, faut-il le souhaiter? Troisièmement, faut-il dire non? Bien sûr, je le confirme. J'en parlais avec Jacques Testard hier, parce que je lui disais: mais pourquoi tu n'as pas parlé de l'ectogénèse, l'utérus artificiel? Il m'a dit: oui, effectivement, l'utérus artificiel existe déjà. On fait naître des brebis aujourd'hui dans l'utérus artificiel.
Hein, et donc, bon, les travaux qu'on met en œuvre aujourd'hui et qui permettront l'application à l'humain, c'est pas pour dans 50 ans. D'ailleurs, quand Henri Atlan le disait, il prévoyait la chose pour 2050. Hein, donc, bon, enfin, c'est un peu de choses près. Hein, mais en tout cas, il est évident que l'utérus artificiel fait partie de l'arsenal des moyens que nous mettons en œuvre. Et c'est ce qui m'a intéressé à propos de l'utérus artificiel, c'est de voir que les féministes américaines, notamment, sont complètement pour. Hein. Elles sont complètement pour parce que ça va régler la question du genre. Hein. Et d'une façon générale, d'ailleurs, les technologies sont très favorables aux féministes, hein, qui pensent que l'hybridation, la cyborgisation de l'humain, hein, va lever l'opposition des genres et par conséquent assurer l'émancipation que les féministes souhaitent. Bon, nous allons arrêter là pour les questions. Merci M. Beignet de s'être exposé. On se retrouve tout à l'heure avec Étienne Klein pour la dernière conférence de cette session. Voilà, je vous souhaite un bon dîner à tous. Voilà, je vous rappelle.